Faut-il voir la série Netflix française Nero? Eh bien comme d'habitude, on va en parler un peu, mais sans spoiler. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce mois d'octobre 2025 sur nos écrans est particulièrement riche pour les sorties de trucs inspirés de l'histoire. Et je vous avoue que j'ai pas mal hésité sur ce dont je voulais vous parler, parce que vraiment il y avait des propositions savoureuses. On avait par exemple la série Canal+, Les Sentinelles, adaptée de la bande dessinée du même nom dont je suis assez fan. Ça aurait été l'occasion de parler de la Première Guerre mondiale et de toutes les expérimentations bizarres de l'époque. J'aurais pu aussi vous parler du film Le Jour J, une sorte de successeur des films de comédie pendant la Seconde Guerre mondiale, comme La Grande Vadrouille ou Max et Léon. Ici, c'est un film avec Kev Adams, et la bande-annonce laissait supposer pas mal de trucs à en dire. Et entre le moment où j'ai écrit cette phrase et le moment où le film est sorti, apparemment c'est une catastrophe. On s'est pas trompé de jour. Mais non, on s'est pas trompé de jour, non, bien sûr que non. On s'est trompé de jour. Bon, qu'est-ce qu'on avait d'autre Ah oui, le film biographique sur Guillaume Tell, le plus célèbre arbalétrier de tous les temps, sorti sur Canal+. Mais si Guillaume Tell, vous savez, c'est le gars qui a tiré sur une pomme posée sur la tête de son fils. Bon, j'ai commencé à le regarder et... ouais, on aurait pu aussi se marier avec ce truc. D'ailleurs, après tout, dites-moi en commentaire s'il y en a un des trois dont vous voudriez que je fasse une vidéo, parce que, j'hésite toujours à en faire une de plus, parce que vraiment, les trois sont... il y a des choses à dire. Mais pour aujourd'hui, j'ai finalement choisi la série Nero. C'est une série Netflix française, censée se passer en 1507, juste au début de la Renaissance donc. Et comme la bande-annonce me laissait supposer que ça allait ressembler à tout sauf un truc de la Renaissance, je me suis dit, allez, il y aura de quoi critiquer allègrement. Et puis finalement, j'ai été un peu surpris. Très surpris même. Ah non, pas par la qualité historique, on va se calmer un petit peu quand même, mais peut-être par tout le reste. Bon, reprenons depuis le début. Nero raconte l'histoire de Nero, voilà, un assassin et un homme de main joué par Pio Marmaille. Il est trahi par son patron et se retrouve embarqué dans une aventure pour sauver sa peau, celle de sa fille et bien d'autres trucs, mais j'ai dit que je ne spoilerai rien. On a un beau casting de comédiens et de comédiennes françaises pour compléter ce rôle principal, avec Alice Isaz, Olivier Gourmet, Camille Raza, Yann Gaël, Pauline Clément, Lily Rose Carlier-Taboury et j'en passe. Vous verrez en regardant la série que pas mal de gens vous sembleront familiers. Mais commençons par un constat, je trouve que le casting s'en sort super bien. C'est rigolo parce qu'on a à la fois des personnages qui ont tendance à cabotiner un peu et en faire des caisses dans la plus pure tradition du théâtre et des productions cinéma françaises qui en découlent, et on a aussi des gens qui jouent extrêmement naturellement, plutôt dans la tradition plus contemporaine ou internet. Et l'ensemble fonctionne super bien sur une production de ce genre. Et franchement, j'ai adoré Pio Marmaille. Autant dernièrement dans Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, j'étais pas hyper convaincu, autant là j'ai adoré son personnage et sa manière de l'interpréter, avec beaucoup de variations, et je trouve qu'il porte hyper bien la série. Allez, il est temps de parler des deux éléphants dans la pièce. En premier lieu, la série nous offre un très beau carton d'introduction qui nous dit que ça se passe en 1507 dans le sud de la France. On a une date, une zone géographique précise, ça se propose donc comme une production plus ou moins historique, et ça, pardonnez-moi le terme, mais c'est probablement une immense connerie. Et clairement, la plus grosse erreur de cette série, et je pèse mes mots. Oui, parce que l'autre éléphant dans la pièce, c'est qu'à l'origine, ce n'est pas une série réellement originale, mais une adaptation du roman Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Et je connais bien l'œuvre de Jaworski parce que, non content d'être un de mes auteurs français préférés, c'est aussi un de mes auteurs de fantasy préférés tout court. Et son truc à lui, c'est de créer des romans de fantasy énormément inspirés de l'histoire. Jaworski, il a écrit tout un tas de romans vraiment bons dans le genre, et quelques jeux de rôle aussi. On a par exemple le cycle des Rois du Monde, qui est inspiré des Gaulois, ou Te Deum pour un massacre, inspiré des guerres de religion, et dont on a déjà parlé sur la chaîne. Et Gagner la guerre, qui s'inspire du tournant entre 15e et 16e siècle, plutôt ambiance Italie, eh bien c'est très politique, ça aussi c'est un super roman qu'il a écrit. C'est d'ailleurs probablement son plus connu, avec un personnage principal d'assassin, et c'est très difficile de ne pas voir le lien en regardant Nero. Et si à l'origine ça devait être une adaptation, il semble que les créateurs de la série aient finalement décidé de s'en éloigner, quelles qu'en soient les raisons. Du coup, ils ont fait un truc un peu à leur sauce, et malgré des moyens limités, parce que série française oblige, moi je trouve ça plutôt cool. La série prend vraiment les choses au sérieux dans l'intrigue, dans les enjeux, dans les dialogues, et je trouve que c'est vraiment chouette parce que d'ordinaire, sur les productions françaises, on a tendance à laisser, sur les productions de ce genre, on tombe vite dans la bouffonnerie ou dans le théâtre, et on laisse le ton plus sérieux et réaliste au genre policier. Et c'est dommage parce qu'on voit là que ça fonctionne super bien en fait, et que dans une série de ce genre, on peut avoir ce genre de ton, ça fonctionne. C'est ce qu'il faut de violent et de sombre pour être à la mode de notre époque, façon Game of Thrones comme on dit, mais sans tomber dans les trucs qui en font des caisses pour en faire des caisses. La violence est très présente mais très maîtrisée, dans des cadres justifiés et justifiables pour l'intrigue, l'action ou le déroulé général des événements. On a par-dessus une ambiance de fantastique sombre à l'ancienne, à base de sorcellerie et de fanatisme religieux, et moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien.
Mais du coup, si à l'origine c'est adapté d'un truc de fantasy et que ça fonctionne bien de manière générale, pourquoi avoir voulu absolument y coller une date et des références historiques aussi nettes dans le carton de début de la série? D'autant qu'en fait, après, absolument rien ne colle à cette date. N'a rien à voir. Je dis, ça n'a rien à voir. N'a rien à voir. Voilà, ça sert absolument à rien, à part forcer une référence historique que la plupart des gens n'ont déjà pas. Parce que oui, si je vous demande d'imaginer le début du XVIe siècle, je suis pas sûr que vous ayez beaucoup de références visuelles en termes de costumes, en termes d'ambiance, parce que c'est une période qui a été souvent mal adaptée à l'écran. Vous allez probablement chercher des références médiévales, ou des références de mousquetaires, c'est-à-dire un siècle avant ou un siècle après. Pour vous donner une idée, la bataille de Pavie entre les Français de François Ier et les troupes germano-espagnoles de Charles Quint a eu lieu en 1525, soit moins de 20 ans après le film. Et même si la mode à cette époque peut changer relativement vite, voilà à quoi ressemblaient les combattants de cette bataille. De l'armure en veux-tu en voilà, des couleurs plus agressives que la dernière collection de Desigual, des shorts et des pantalons moulants pour tous les hommes, des vêtements à froufrou, à crever, à machin bouffant et à ruban, des bérets immenses à plumes et des braguettes surdimensionnées. Ouais, alors vous l'avez compris, la mode au XVIe siècle, je suis pas super fan. Vraiment, pour moi, on est dans une errance de l'histoire à ce niveau-là. On pourrait faire défiler les mecs au carnaval de Rio, personne ne serait choqué. Bon, j'exagère un peu, en réalité, c'est assez cool. On a des ensembles magnifiques et une élégance très particulière, même si c'est pas franchement mon truc. Bref, tout ça pour dire, pas sûr que ce soit ce à quoi vous pensez quand on vous dit début du XVIe siècle. Et bah ça tombe bien, parce que les costumes n'ont quasiment rien de XVIe siècle dans Néron. Alors on a parfois des évocations intéressantes dans les costumes de nobles, que ce soit ceux de la cour de Ségur ou sur Rochemaure, le consul de Lamartine. Pour le reste, XVIe siècle, il faut le chercher quand même. En fait, on a plutôt un mélange de costumes et d'équipements qui vont du milieu du Moyen-Âge au XVIIe siècle, c'est-à-dire un grand écart d'environ 4 siècles. 3 fois rien, finalement, hein. Mais ça, dans une production de fantasy, ça poserait absolument aucun souci. Au contraire même, c'est ce que je recommande souvent de faire aux gens qui voudraient créer des choses dans ce genre. Prenez des trucs historiques, mélangez-les, et ça fonctionne souvent hyper bien. Et dans la série, eh bien justement, ça fonctionne hyper bien. On a des silhouettes de soldats qui sont vraiment bien pensées, avec un chapelle de fer classique, un gambison, un camail pour protéger la tête en plus du casque, une cuirasse de plaques de cuir ou de plaques métalliques par-dessus. Ils sont équipés d'épées simples, de poignards, d'armes d'astes comme des hallebardes, des vouges ou des lances, et ça, désolé, mais ça fonctionne super bien. Et si ça fonctionne, c'est parce que c'est simple, c'est une combinaison logique, qui est fonctionnelle. Et ça fait donc des gardes qui ne sont pas dégueulasses, qui sont crédibles, qui sont propres, et on y croit. Même moi j'y crois. Fun fact, parce que je sais que vous aimez ça, les gardes de Lamartine portent sous leur armure d'écaille une sorte de vêtement rembourré clouté jaune, qui semble mal se combiner avec les cuirasses. Mais ça, ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement parce que c'est une récupération de l'équipement des soldats de la Mercie dans la série Vikings. Ils portent cette tenue jaune seule, pour protection, et sans cuirasse par-dessus. Parce qu'avec les ajouts métalliques sur cette espèce de gambison, là, je sais pas trop comment appeler ça, des cabochons, on va dire ça comme ça, en fait, mettre une cuirasse par-dessus, c'est pas hyper pratique. Mais la construction de cette armure jaune, en fait, elle est inspirée de modèles asiatiques. Voilà, et on l'a utilisé dans Vikings. Moi, c'est pas grave, enfin dans la série Vikings d'ailleurs, on n'est plus à ça près puisque ces mêmes soldats portent des boucliers moyen-orientaux des croisades. Voilà, c'est une récupération du film Kingdom of Heaven. Hein, voilà, quand je vous dis que tout ça, ça se recoupe à chaque fois, moi je vois plus que ça maintenant dans les productions type historique. J'ai récupéré les costumes à gauche, à droite, ils refont des mélanges, des trucs, et ça ne ressemble plus à rien. Dans une espèce de soupe généralisée. Bref, pour une série de fantasy, c'est pas gênant, mais c'est vrai que c'était assez amusant de vous raconter ça. Pour revenir à Nero, les cuirasses métalliques, faut vraiment dire aux créateurs de les changer. Parce que là, c'est pas possible en fait, elles sont toutes trop grandes, elles ont toutes l'air d'être en latex ou en matériau mou, c'est un enfer, ça se voit. Hein, voilà, aujourd'hui, c'est très facile de trouver des cuirasses qui ont la bonne gueule et la bonne taille pour de la fantaisie. Par pitié, arrêtez d'aller chercher des trucs en latex, parce que les caméras contemporaines ne laissent plus aucun doute sur le fait que ce soit un truc de magasin de déguisement, je sais pas, s'il vous plaît. En plus, je vous jure, une cuirasse simple, c'est pas très lourd, voilà, pas très gênant pour les acteurs, et ça m'éviterait des fous rires quand je vois les cuirasses qui plient lorsque les comédiens bougent dedans. Ils font ça comme ça, et on voit la cuirasse qui fait... C'est absolument ridicule. Certains casques sont trop grands aussi, les espèces de barbutes comme ça, là, voilà. La barbute, c'est un casque simple et très protecteur qu'on retrouve à partir de la fin du Moyen-Âge, et encore un peu au XVIe, effectivement, parfois, voilà, pourquoi pas. C'est un casque que j'aime pas beaucoup, parce que comme vous le voyez, ça me fait bien une tête de Calimero, on va dire ça comme ça, de Calimero, voilà. C'est toujours sur moi que ça tombe, les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Après, dans la série des trucs rigolos,
faire un gros plan sur les bottes de Nero en ouverture du film, avec les bons renforts caractéristiques des bottes de moto, j'avoue que moi ça m'a bien fait marrer. Par contre, très très bon point, trop rare à mon goût, ces armures elles ont beau être en latex, elles sont souvent respectées. Voilà, on voit très régulièrement les protagonistes aller chercher les défauts dans les armures pour venir à bout de leurs opposants, à l'exception des armes magiques ou mystiques, et ça, en fait, c'est cohérent pour l'univers. Alors, faut-il voir la série Nero ? Comme toujours, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire ou non, mais franchement, je dirais que ça vaut le coup. J'ai passé un bon moment et je trouve que c'est plutôt prometteur pour la suite. J'ai vraiment aimé le casting et Pio Marmaille fait un super boulot. Par contre, voilà, faites-moi le plaisir de sauter les 20 premières secondes, vous vous épargnerez l'idée que c'est historique, et ça n'en sera que meilleur. Nero est à mon sens quelque chose qui se fait trop rare dans les productions françaises, le bon vieux genre à costume. Alors je parle pas de choses spécifiquement historiques, mais du genre de film d'aventure à la française, qui semble s'inspirer de telle ou telle période, souvent mélangés sans trop verser dedans. Il y a un soin particulier attaché à ces costumes et à ces décors, et l'ensemble a fait les grandes heures du cinéma français. Et là, je trouve qu'on y est. On a des bouts de costumes qui sont empruntés ici ou là, mais qui se complètent bien sans faire trop bon marché, et on a des silhouettes un peu crédibles dans le genre fantasy. On a un casting qui fonctionne bien, et une production qui prend tout ça un peu au sérieux pour offrir un bon divertissement, et personnellement ça me donne envie de voir une suite, ce que la fin de la saison laisse supposer. Alors ça sera peut-être pas la série de l'année, mais je trouve qu'elle est plutôt chouette. Et pourquoi, dans ce cas, pourquoi avoir voulu y mettre une date et une vraie zone géographique ? Et là-dessus, on m'a dit un truc sur Blue Sky qui m'a un peu interpellé. Oui, parce que je ne vais plus et je ne poste plus du tout sur Twitter, mais je suis très actif sur Blue Sky, je vous mets le lien en description au cas où. Bref, on m'a dit sur Blue Sky que c'était utile pour que le spectateur ne parte pas de rien en termes de référence, et même si je comprends l'idée et qu'elle part plutôt d'une bonne intention, eh bien je trouve que le processus est assez grossier et pas à la hauteur de la série. C'est d'autant plus vrai que le grand public a peu de références sur cette période du début du XVIe siècle, mais qu'il a toutes celles qu'on retrouve dans la série. Oui, parce que les personnages sont assez classiques. On a l'homme de main un peu baroudeur, la gamine des rues, le moine, la princesse qui cherche son indépendance, son père, les puissants corrompus, les pauvres paysans, les fanatiques religieux, etc., etc., etc. Pas besoin de date, vous avez déjà ces références-là. D'ailleurs, le récit s'appuie beaucoup sur la chrétienté et ses dérives, notamment au travers des personnages de pénitents qui ne sont pas sans rappeler les communautés de flagellants. Les flagellants, on en voit aussi dans plusieurs productions. Ce sont ces croyants qui faisaient de grandes processions en se frappant pour expier leurs péchés. Souvent avec des fouets, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça des flagellants, tout simplement. Le flagellant est une figure majeure de la culture populaire médiévale, et parfois liée à l'épidémie de peste, car le mouvement des flagellants a pris pas mal d'ampleur à cette époque, c'est-à-dire le XIVe siècle. Difficile de ne pas y voir le lien avec les pénitents de la série, dont le rapport au mal et à la violence pour revenir dans les bonnes grâces de Dieu semble un poil excessif, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, on parlait de peste noire, à un moment de la série, on voit deux personnages en tenue de médecins de la peste, avec le grand masque à bec, examiner un cadavre. La référence est immédiate, immédiatement comprise, et la figure sinistre du médecin de la peste s'intègre parfaitement à la série, et à cette scène en particulier. Et ça, je trouve ça très malin de la part de la réalisation. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les médecins de la peste parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi là-dessus. Je vous la remets juste ici, comme d'habitude. Là, je ne sais jamais. Mais allez la voir parce qu'elle a l'air d'être un peu passée sous les radars. Bref, je pars encore dans tous les sens, mais c'est pour vous rappeler quelque chose de fondamental sur vous-même, sur nous-mêmes, parce que je ne fais pas exception. Nos références collectives sont très fortes. Il n'y a pas besoin de surexpliquer les choses quand on les montre correctement. C'est d'ailleurs un des fondements du cinéma, montrer plutôt que dire. Quand on ressent le besoin de dire les choses, c'est qu'on n'est pas assez à l'aise avec ce que l'on veut montrer. Et là-dessus, je trouve que Nero se sous-estime. Parce qu'on a toutes les références communes nécessaires pour bien comprendre les enjeux, ce qu'il se passe et pourquoi ça se passe. Ça fait à la fois appel aux idées reçues de l'histoire, mais également à notre savoir collectif. Et ça, c'est très malin. Il n'y avait donc pas besoin de coller une date pour laquelle le public n'a pas de référence, pour au final montrer des références d'autres périodes, d'autres récits, d'autres ambiances. Et c'est pour ça que je vous disais au début que selon moi, mettre un contexte historique à Nero, c'est une grosse erreur qui passe à côté du fondement de la série. C'est une bonne série de fantasy, avec cette approche de fantastique sombre bien maîtrisée, et dont l'ensemble tient parfaitement la route. Alors souvent, je vois des gens qui se revendiquent d'être historiques pour se grandir de manière artificielle. On voit ça dans les films, les séries, les jeux vidéo, mais aussi dans les spectacles historiques, les événements, et j'en passe. C'est comme ça qu'en France, par exemple, la quasi-totalité des fêtes médiévales n'ont en réalité pas grand-chose de médiéval, hein. Et il n'y a aucune distinction qui est faite entre celles-là et celles qui sont très soucieuses de l'histoire.
Et ça c'est dommage parce que cela entretient une grande confusion pour le public, comme si tout se valait sur tous les plans. Une fête médiévale qui respecte l'histoire par exemple, eh bien cela peut avoir un chouette but éducatif. Mais une fête médiévalisante qui ne respecte pas du tout l'histoire, eh bien elle n'a pas à avoir ce but éducatif, et le laisser croire aux gens, c'est de la tromperie, tout simplement de la tromperie. Pour autant, ces fêtes folkloriques et populaires, eh bien, elles ne sont pas mauvaises. Au contraire, c'est l'occasion de s'amuser, de découvrir plein de choses nouvelles, souvent de bien manger aussi. Enfin bref, elles ont plein d'intérêt. Et pourquoi vouloir absolument revendiquer l'histoire derrière ça ? Je trouve que ça ne sert absolument à rien, et pire, cela détourne le regard de l'intérêt principal qu'elles ont. Elles sont cool, nos fêtes populaires et folkloriques sont cool, et devraient simplement rester comme ça, sans revendication historique déplacée. Mais ça, il faudra qu'on en reparle un jour du problème des fêtes médiévales et autres, c'est un sujet que je connais très bien et il y a beaucoup à en dire. Bon, pour moi, la série Nero, c'est pareil. La série est super cool et les choses à améliorer sont assez faciles à faire. Elle n'a aucun besoin de se revendiquer historique parce que c'est une excellente série fantastique. Alors, faisons comme si on n'avait pas vu ces 20 premières secondes et tout ira bien. Au pied titre personnel, je suis super content de me réconcilier avec un comédien ou une comédienne dont j'appréciais pas beaucoup le travail, parce que c'est un très bon exemple, assez facile, de ne pas rester sur ses idées reçues et d'essayer de remettre les choses en question. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi ce petit sujet, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, likez, partagez et commentez celle-ci pour faire connaître, et nous on se retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.